Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Désanorexie destinée à comprendre, combattre et guérir d'un trouble du comportement alimentaire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Emma, je suis maman de 2 garçons dont l'un a souffert d'anorexie mentale très sévère à l'âge de 10 ans, il y a de cela maintenant 5 ans. Voilà, donc depuis, mon combat, c'est de lutter et de sensibiliser aux troubles du comportement alimentaire et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de sensibilisation aux troubles du comportement alimentaire. Nous sommes le 2 juin et à cette occasion, je vous partage un live que j'ai trouvé hyper intéressant entre le diététicien Nicolas Sahuc, spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires, et le docteur Corinne Blanchet-Collet, intervenante à la Maison de Solène. Bonne écoute. Voilà, c'est ça. Parfois, il faut juste relancer, rebooter le système et ça marche bien. Ça nous ferait presque une entrée en matière, dis donc. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas rebooter le système pour se sortir d'un trouble alimentaire? Ah, c'est bien possible. Bonsoir à tous déjà, c'est cool. Désolé, voilà. On a mis 9 minutes, mais bon, ça va. Pour le prochain, je serai au taquet. Est-ce qu'il faut rebooter le système? C'est ça la question? Ouais. Ouais. Écoute, c'est un peu ce qu'on fait en vrai dans les hospitalisations, je pense. Hein. C'est qu'il arrive un moment dans cette maladie ou dans ce trouble où clairement le maintien au domicile devient vraiment compliqué. Où il faut vraiment donner du répit et aux symptômes et aux patients et à la famille, et que dans ces cas-là, l'hospitalisation, clairement, c'est le lieu pour remettre tout à zéro là, et repartir. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est pas le cas chez tous les patients, mais de voir que assez régulièrement, des situations qui étaient vraiment arriver au terme de ce qui est tolérable, aussi bien physiquement que psychiquement, émotionnellement, pour le patient et sa famille, tout à coup devient plus tolérable. Le seul fait de prononcer le mot hospitalisation ou même hôpital de jour, c'est comme si tout à coup on donnait un peu de soulagement aux symptômes et à l'entourage, et que du coup ce qui devenait intolérable devient tolérable. Alors là, c'est très marrant parce que nous, on arrive dans des situations où au fond l'indication d'hospitalisation est quasi absolue. On pose l'indication, on donne une date et les parents nous rappellent en disant depuis quelques jours ça va un peu mieux, est-ce que vous êtes sûr au fond qu'on maintient l'indication, tu vois? Et ça c'est assez troublant et ça c'est une question que souvent on se pose avec les collègues de la Maison de Solène, c'est au fond c'est quoi une vraie urgence? On dérive un peu de ta question initiale, mais peu importe. On va surfer là, on a 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est ça? Oh, on a du temps pour dire, et voilà, et puis quand tu as la marre et quand tu as la marre aussi. Ouais. C'est ça, c'est quoi une vraie urgence? En fait, c'est quoi une urgence dans les troubles alimentaires, quoi? C'est-à-dire qu'il y a la vraie urgence, on va dire, somatique, physique, physiologique, où le corps arrive au bout de quelque chose. Il y a l'urgence psychique avec des idéations suicidaires, avec des états dépressifs ou des attaques du corps qui en soi justifient de mettre le patient à l'abri. Et puis après, il y a tout ce que j'appelle les urgences émotionnelles, où au fond, c'est une situation qui ne tient plus, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle ne tient plus, parce que si on regarde les ROCO-HS et les critères HS, finalement, on n'est pas forcément sur ces critères-là, mais le patient ne tient plus, la famille ne tient plus. Le traitant, le médecin de premier recours ne tient plus. Et il y a un moment où, effectivement, l'hospitalisation, ça devient un lieu pour se poser et envisager la suite. Juste, en fait, en vrai, envisager la suite, parce qu'il y a un moment, effectivement, dans ce symptôme où il n'y a plus de suite possible. Donc, alors, ce qui est particulier, quand même, c'est que d'un autre côté, beaucoup de patients te disent avoir peur de l'hospitalisation, et c'est un peu le gargamel, quoi. C'est ce truc-là. Comment on bascule de cette peur de l'hospitalisation à cette période de repos, comme tu viens de le dire? Alors, moi, j'entends ce que tu dis et c'est pas faux, mais il y a la peur qu'elles expriment, la peur de l'hospitalisation. Ça, c'est ce qu'elles disent. C'est ce qu'elles disent devant les parents, et ça vient encore alimenter la crainte des parents. C'est vrai que se séparer d'un ado
et l'emmener, le déposer en hospitalisation. On souhaite ça à aucun parent. Quand on est parent soi-même, des fois, on se met à la place des parents et on se dit, putain, on n'aimerait pas être à leur place, quoi. Déjà, quand tu amènes ton gamin chez le dentiste, t'as la trouille. Donc, oui. Non, mais vraiment, quoi. Donc, on essaie dans ces moments-là, justement, de ne pas se mettre à la place des parents et de rester en tant que professionnel. Donc, il y a la crainte exprimée par le patient, qui est partagée par les parents. C'est aussi une façon de dire, même s'ils pensent qu'il y a de l'aide qui peut être fournie à l'hôpital, je pense que c'est aussi une façon de dire aux parents, on a besoin de vous, on n'a pas envie de se séparer, on n'arrive pas à se séparer. Donc, je ne suis pas sûre que cette peur de l'hospice, elle soit aussi massive que les patients le disent. Preuve en est, c'est que même dans les situations les pires, on en a encore connu une par exemple, c'est que même dans les situations les pires, où les parents sont parfois obligés quasiment physiquement de conduire le patient à l'hospice, une fois qu'on tient bon et que le cadre institutionnel est là pour contenir le patient, étonnamment, 99 fois sur 100, ça se passe bien en vrai. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'angoisse. Mais ça veut dire que quand le patient exprime devant ses parents la peur de l'hospitalisation, je pense qu'il y a une part du message qui est quand même très adressée aux parents. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut que les parents tiennent bon. J'imagine, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent ce soir. Bonsoir, si c'est le cas. Mais en tout cas, le message à passer aux parents, c'est qu'il faut tenir bon. Et moi, je pense que pour tenir bon, et tenir bon face à un enfant qui dit « si vous m'hospitalisez, je vais me suicider », parce que c'est quand même un discours que les patients expriment souvent. Même à 11 IMC, il y a des parents qui disent « je ne peux pas prendre ce risque ». Et on comprend qu'ils n'aient pas envie de prendre ce risque. Et moi, je pense que pour arriver à lâcher en tant que parent et accompagner son ado malgré cette peur partagée, le maître mot, c'est la confiance dans l'équipe. Et moi, je pense vraiment, plus je vieillis, c'est l'avantage de prendre des années, c'est que je pense que la confiance, l'alliance thérapeutique, la confiance, ça se mérite. Et je pense que malheureusement, je suis désolée, je ne sais pas qui nous écoute, mais on s'en fout. Je pense qu'il y a quand même certains de nos confrères et des institutions et des professionnels, honnêtement, je le dis, sans crainte, qui ne méritent pas la confiance des parents, quoi. Ou en tout cas qui génèrent une crainte, ou des patients et des parents qui ont malheureusement encore de nos jours des parcours traumatiques. Et ça, c'est une réalité. Je veux dire, il faut arrêter de parler la langue de bois. Il faut arrêter de dire que tout le monde est merveilleux, que tout le monde connaît son métier, et je veux dire, quand on est médecin, diététicien, infirmier, on est tous fabuleux. C'est faux, quoi. Je veux dire, il y a des équipes, il y a des professionnels qui sont très en difficulté, déjà qui ne connaissent pas le trouble, qui ne sont pas très enthousiastes à l'idée de les prendre en charge, et qui, lorsqu'ils le font un peu contraints et forcés, le font pas bien, quoi. Donc, on comprend les patients, les parents qui ont parfois vécu un chemin de croix avec des moments traumatiques, dur, dans la prise en charge, que quand toi, tu débarques et que tu leur dis, écoutez, les gars, ça fait 4 ans que votre fille est malade et elle a déjà eu 3 hospices ou 6 hospices, cette fois, ça va être la 8e et ça va être la bonne. Chez Chaudé, Crâne-Froide. C'est ça, Chaudé, Crâne-Froide. Et moi, dans ces cas-là, je prends le temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre sauf si on est dans une urgence vitale. Urgence vitale, bien sûr. Une urgence, une crise suicidaire. Et il faut prendre le temps, quitte à ce que le patient perde encore quelques kilos. Et là, pour le coup, nous, on est dans une position un peu très touchy, un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'un côté, on se dit, il va falloir bosser, quoi. Il va falloir transpirer. Moi, je transpire beaucoup pendant les cours, surtout aujourd'hui parce qu'il a fait une chaleur dans le box de c'est l'horreur. Puis là, j'ai eu un coup de chaud là. Mais il faut y laisser de la sueur et de l'énergie. Et c'est toutes ces consultations qu'on fait avec vous, diète, avec les autres paramédicaux, où l'alliance va se construire. Et il y a un moment où la confiance est là. Et moi, j'ai tellement de souvenirs de familles et d'ados refusant l'hospitalisation, hostiles à l'hospitalisation, chez lesquels j'ai mis un an et demi à les hospitaliser. Alors évidemment, avec toujours la crainte de se dire waouh, mais jusqu'où on va aller dans la perte de poids. C'est-à-dire qu'on est, quand j'ai le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on est d'un côté, si on est médecin, bête et méchant, on applique les critères, on se dit perdre 2 kilos en une semaine, faut hospitaliser. Et puis de l'autre côté, il y a le cerveau un peu plus complexe qui nous dit non, mais cette famille-là, si on veut les accrocher, si on veut les aider, il y en a encore pour 6 mois de boulot. Et moi, je trouve que c'est, en même temps, ce qui est fascinant dans l'accompagnement de ces ados et de ces parents, c'est que pendant ces mois-là d'échange et d'accompagnement, l'alliance, pour le coup,
C'est pas en 20 mots, quoi. L'alliance, elle se construit vraiment. Et quand elle est construite, ensuite, on peut y aller. Mais c'est vrai qu'on attend un timing qui peut parfois être très long. Et ça, c'est très chiant. Le premier mot qui est important, on en avait parlé avec Hugo Saoudi la dernière fois, et moi j'en parle assez souvent. Hein, je dis toujours qu'on ne pourra jamais s'excuser de tout ce qui a été mal fait par maladresse, par méconnaissance, par fierté de soignant, etc. Mais que tu commences le live aujourd'hui en disant ouais, ça bosse pas forcément bien de partout, il faut être honnête là-dessus. Ouais. Vous allez rencontrer malheureusement des difficultés, mais c'est possible malgré tout. C'est le truc le plus important. Je vois plein de patientes que je connais, plein de petits messages, parce que tu peux voir aussi les petits commentaires au fur et à mesure. Alors, tu peux voir les commentaires et c'est toi qui as les questions. Moi, je n'ai pas forcément les questions, donc tu peux voir les questions et les commentaires. Mais tu vois, tu as plein de patientes qui viennent de te remercier en disant merci de dire ça, merci de dire que faire confiance, c'est difficile, surtout quand on a été traumatisé, surtout quand on a fait pas mal de maltraitance. Je fais le lien d'ailleurs avec le dernier livre de Alain Peyroux qu'on recevra dans un live le 30 mai, qui lui a vraiment parlé dans son dernier bouquin sur l'anorexie et la maltraitance que les patients ont vécu. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte depuis le temps qu'on se connaît, depuis les années 2007, ça me rajeunit, il y a vraiment une évolution des soins. Il y a vraiment une évolution des soins. Malheureusement, elle est que disséminée dans des endroits très spécifiques comme toi, et tu vas nous parler de ta structure, et dans les endroits spécialisés, mais encore en France aujourd'hui, trop de lieux de psychiatrie ne sont pas spécialisés dans les TCA. Trop de patients subissent une maltraitance et des fiertés professionnelles mal placées. Et bon, il faut qu'on transmette cette idée et ce message d'espoir en disant oui, on sait. On œuvre depuis longtemps à la FFAB, on œuvre depuis des années 2007 à faire évoluer les mentalités. C'est en train d'évoluer, c'est en train de bouger, mais il y aura encore trop de dégâts et faisons tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de moins en moins de dégâts. Donc, docteur Blanchet, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je vous connais, mais tous les gens qui nous suivent ce soir ne sont pas au courant, même si je suis sûr que des patients sont allés chercher un petit peu ce que tu faisais, mais il me semble que tu es dans une institution qui a beaucoup de place sur Paris, alors bien sûr parisienne, mais nous qui sommes en province, on connaît la Maison de Solène. Qu'est-ce que la Maison de Solène? Ouais, alors, on va commencer à parler de la Maison de Solène avant de parler de moi. Ouais. La Maison de Solène, elle a été construite fin 2004, donc j'étais dans le projet depuis l'origine, même depuis 2000. C'est un projet donc, qui est né sur le site de l'hôpital Cochin avec comme mission première d'accueillir la souffrance adolescente. Oui. Et c'était que ça. Le projet en soi était très ambitieux et avec l'idée qu'effectivement, et elle s'appelle la Maison de Solène, en référence à la fille de Patrick Poivre-d'Arvor et Véronique Poivre-d'Arvor qui a perdu la vie au décours d'un épisode anorexique. Il faut quand même rappeler au-delà de toutes les polémiques dont j'ai vraiment rien à faire que si cette maison, c'est grâce à la volonté de Patrick Poivre-d'Arvor et de son épouse et de Bernadette Chirac. Sans eux, la structure n'existerait pas vraiment. Donc, moi, je leur rends hommage au-delà de ce qu'on peut entendre par ailleurs. La polémique, oui. C'est pas en tout cas, cette structure, Marcel Ruffo a eu l'énergie de la mettre en place. Marie-Rose Moreau a pris la relève. Avec aussi beaucoup d'énergie, mais vraiment l'idée au départ c'était accueillir la souffrance adolescente avec un axe majeur sur les troubles alimentaires pour les 12-18 ans. Donc c'est un service de l'hôpital public, de la PHP, nos salaires aussi d'ailleurs. Par contre, la chance qu'on a eue, c'est qu'effectivement, grâce à l'investissement financier majeur de la famille Poivre-d'Arvor, des Chirac, de Lagardère. Enfin, on a eu évidemment des fonds énormes qui ont permis de construire cette structure qui est assez unique d'un point de vue architectural. Moi qui suis née, qui ai grandi dans les hôpitaux pourris parisiens, où dès que tu rentres, déjà, tu te sens malade et t'es ouvert. Alors là, t'es verte parce qu'il y a des vis qui sont vertes, mais donc ils nous ont donné cette structure clé en main. On a bossé de 2001, moi je suis partie 1 an me former à Montréal en médecine de l'adolescence en 2002-2003 et elle avait commencé à se construire. Donc on a bossé pendant 2-3 ans en amont et fin 2004, la structure est sortie de terre.
Et ils ont donc donné cette structure clé en main à l'assistance publique. Donc, je le dis parce que parfois on me dit, est-ce qu'on peut venir dans votre clinique? Alors, j'aimerais bien pour mon salaire que ce soit une clinique, mais en vrai, c'est vraiment un service de l'hôpital public. Et voilà. Et donc, en fait, bon, il y a l'axe TCA. Donc, moi, j'ai été nommée. En fait, ils cherchaient. Donc, moi, je suis médecin nutrition. En fait, je suis médecin endocrinologue. Je suis une élève du service endocrino de l'hôpital Cochin. J'ai fait mon internat à mes 4 ans de clinica. Et je suis endocrinologue nutritionniste, puis j'ai aussi validé ensuite mon DESC nutrition, puisqu'à l'époque, l'endocrino, c'était une spécialité, la DESC, c'est que la nutrition, c'était une sous-spécialité. Depuis, notamment, avec la refonte des disciplines, la discipline, c'est la spécialité, c'est endocrino-diabéto-nutrition. Mais à l'époque, il faut le dire, les endocrinos ne faisaient pas beaucoup de nutrition. Moi, depuis toujours, j'ai vraiment aimé cette spécialité. Donc aujourd'hui, je me réclame plus de la nutrition que de l'endocrino. Mais voilà, donc j'ai fait mon internat de spécialité d'endocrino, j'ai fait mon clinica de 4 ans. Et puis ensuite, je suis partie 1 an à Montréal me former en médecine de l'ado et en TCA, puisque quand la structure s'est montée, ils cherchaient un médecin temps plein qui voudrait s'engager pour travailler. Alors c'était drôle parce que je le raconte, mais qu'on est là pour se détendre aussi. J'ai eu une journée rude aussi, j'imagine. Ils cherchaient un endocrino suffisamment fou pour bosser avec les psychiatres. Ah oui. Ouais, c'était ça le projet initial. Donc ils ont pensé à moi. Je pense que c'est une bonne idée. Mais tu vois pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, quand mon patron m'a recruté, il m'a dit ouais, voilà, il y a un projet, on a pensé à vous, mais il va falloir bosser avec les psychiatres. Et je lui dis, écoutez, moi, je suis vraiment, franchement, c'est tout à fait ma sensibilité. Après, je suis partie 1 an à Montréal et j'appelais toujours mon patron et je lui disais, vous êtes sûr que j'aurai mon poste en revenant? Et il me disait, mais Corinne, vous pensez vraiment qu'on va trouver un autre endocrino à Paris? Voilà, donc ça c'était donc voilà, donc moi je suis en charge depuis 2005 de développer la filière troubles alimentaires. Dans cette structure, donc on a développé il y a 4 unités fonctionnelles. Il y a une unité de hospitalisation de 20 lits, une unité de consultation où on a une file active. File active, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nombre de patients vus au moins une fois dans la structure. On a une file active de 3000 patients année, ce qui est quand même énorme. On a un hôpital de jour, donc une fois par semaine dédié aux troubles alimentaires, 2 fois par semaine aux situations psy, 1 fois par semaine à tout ce qui est diabétologie, obésité. Ça, c'est mon collègue Hervé Lefebvre, qui est pédiatre, qui l'a développé. Donc, moi, j'ai développé toute la filière TCA avec la consultation, l'hospice temps plein, où j'ai eu 8 lits sur 20, parfois un peu plus quand j'arrive à grignoter, mais bon, voilà, sur les autres pathologies, lorsqu'on a monté la structure, l'idée, ça a été de se dire, donc, il y aura un gros axe TCA, et puis, il y aura évidemment un axe psy, alors surtout pour tous les ados qui sont en situation de souffrance. Il n'y a pas forcément un diagnostic posé, justement. Mais ils ont besoin, on parlait tout à l'heure de reset et de pause. On va pouvoir les poser pour les évaluer et pour mettre en place les soins. Donc, on a beaucoup de phobies scolaires, de troubles dépressifs, de situations familiales compliquées. Et puis la MDA s'est enrichie de la pédiatrie, justement, au début du projet, avec l'idée qu'on allait prendre en charge les patients qui avaient des maladies pédiatriques chroniques, mais pas parce qu'ils avaient des maladies chroniques, genre le diabète ou l'obésité, mais parce qu'ils étaient en souffrance psychique. Donc, qu'on puisse avoir une maladie chronique sans souffrance psychique. En tout cas, nous, l'idée, c'est vraiment d'accueillir. On ne va pas accueillir un patient diabétique parce qu'il est diabétique, parce que ça, il y a plein de services de diabéto, de spécialités qui font ça très bien. On va accueillir un patient diabétique, par exemple, parce qu'il est en souffrance au plan psychique, parce qu'il est en rupture de traitement, parce qu'il est déprimé, etc. Idem pour toutes les maladies chroniques inflammatoires, les pathologies oncologiques. Donc ça, c'est vraiment un autre axe. C'est un bâtiment. C'est ta machine à laver qui s'est arrêtée. Voilà. Donc, on a vraiment... C'est ça qui est génial, c'est que quel que soit l'étage, il y a aussi l'espace santé, c'est le 4e espace fonctionnel. Alors, l'espace santé, c'est un espace sans rendez-vous. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, regardez sur le site, c'est un immense espace... C'est une salle de bal, quoi, ouverte sur la ville où en fait n'importe quel ado, parent, grand-parent, professionnel peut venir pour parler de ses difficultés avec l'ado ou l'ado pour parler lui-même, chercher de l'information, etc. Alors ça, c'est génial, avec vraiment l'idée que ça, pour le coup, c'est vraiment une fonction des maisons des ados. Une des fonctions des maisons des ados, c'est d'accueillir. Et donc, on accueille. Le problème de cet espace santé, c'est que du coup, ça génère un appel d'air et donc il y a beaucoup de gens qui sont en rendez-vous. Et on a dû donc développer là aussi une astreinte psy et somatique.
Ça veut dire que sur les 4 niveaux, espace santé, consultation, hospitalisation de temps plein, hôpital de jour, sur les 4 niveaux, on a en permanence, j'allais dire la double valence, c'est bien plus que la double valence, mais la pluridisciplinarité qui est à l'œuvre avec les psychiatres, les somaticiens, les diététiciens, les soignants évidemment habituels dans de structure, mais aussi les psychologues. Vraiment, c'est c'est un bel outil. Etc. Donc il y en a à tous les niveaux, et vraiment la pluridisciplinarité, elle est là, elle est tellement là qu'au fil du temps, on a construit vraiment une pensée transdisciplinaire. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, évidemment, on n'entre pas dans cet espace, enfin, on n'est pas intact, quoi. C'est-à-dire qu'on est, en tant que somaticien, forcément traversé par les pensées des psys, et les psys, je l'imagine et je l'espère, sont aussi un peu traversés par les perspectives des diètes, des nutritionnistes, des somaticiens. Donc je pense qu'on a créé vraiment, je ne dis pas que c'est une néo-méthode, mais en tout cas une approche qui est quand même assez originale, mais c'est beaucoup de travail, et surtout ça a été beaucoup de travail au début de trouver un langage commun. Parce que tu le sais bien, toi, Nicolas, qui travaille avec tous les professionnels des différentes disciplines, à quel point c'est compliqué d'arriver à trouver un langage commun, et déjà trouver un langage commun pour échanger entre soi, et puis pour pouvoir aussi et surtout partager avec le patient et sa famille. Et ça, je trouve que c'est un truc qu'on fait vachement bien à la MDA, c'est que, tu vois, on reçoit très souvent sur les situations compliquées en hospitalisation, il n'est pas rare qu'on fasse des entretiens familiaux avec le patient, les parents, et puis le somaticien, le diététicien, le psychiatre, la psychologue. J'ai la chance d'avoir réussi à ramener, elle est peut-être là, Alice, si tu es là, bonjour, de ramener une psycho sur l'étage de l'hospice, et qui donc a rejoint la team TCA, parce que ça manquait vraiment cruellement. On a des psychos aux autres étages, mais il n'y avait pas de psycho à proprement parler sur l'étage de l'hospice. Donc c'est vraiment, tu vois, toute cette pensée transdisciplinaire qui aujourd'hui accompagne les patients et les parents. Et puis on a développé un truc, ça il n'y a pas que nous, sur la question de l'approche familiale. Elle est là, Alice, coucou, elle m'entend. Voilà. On a développé cette approche-là, et puis donc l'approche familiale, qui consiste pas juste en prescrire une thérapie familiale, tu vois, c'est-à-dire que les parents, je veux dire, ils sont reçus à tous les niveaux, à tous les étages, physiquement, mais à tous les moments de la prise en charge. On a développé un groupe de parole parents, on a développé un groupe de parole fratrie il y a quelques années, que je co-anime maintenant avec Alice. Et en fait, vraiment, bon, alors c'est une fourmilière, il y en a dans tous les sens. Les internes, quand ils arrivent, franchement, c'est un choc des cultures, quoi. Pendant 10 jours, ils trouvent même les toilettes, ils sont perdus. Alors, heureusement, il y a les patientes. Je sais pas, il y a peut-être des patients de la maison de Solène qui sont là. Je leur ai donné le live. Ouais. Les internes, donc c'est les patientes qui disent aux internes, les toilettes, c'est pas là, le docteur Blanchet, elle est sortie par là, elle revient par là, là c'est leur staff. C'est quasiment les patientes qui guident les internes, parce qu'ils sont complètement perdus, tu vois, de passer de structures monodisciplinaires à des structures pluridisciplinaires. C'est sûr que c'est ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'il y a une vraie évolution des soins. Là où les troubles alimentaires étaient partis que de la psychiatrie pure et dure avec les grandes institutions qu'on a connues, on a quand même un virage qui est assez extraordinaire depuis quelques années, où on entremêle toutes les professions, on change les points de vue, on sort de la psychanalyse, on revient sur des dynamiques et nutritionnelles et psychologiques, psychodynamiques, on remet les patients et les parents au sein de tout. Et là, tu as une structure qui permet de faire ça de manière bien coordonnée. Tout le monde est à côté de toi, les ateliers. Et c'est vrai que là, je vois passer des messages au fur et à mesure. Alors, pense à regarder un petit peu les messages qui sont... Ah, on t'a perdu, on ne t'entend plus. Comment ? Ah non, c'est bon, je croyais qu'on t'avait perdu. Non, arrête. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une super structure, mais on n'a pas ça de partout dans toute la France. C'est vraiment ça le problème. Moi, je vais te dire un truc, je ne sais pas si les gens de la PHP qui m'écoutent, je ne pense pas, mais moi qui viens de la médecine adulte, franchement, qui ai vu les patients, je n'ai pas honte de le dire, qui ai vu les patients... souffrir pas des médecins, j'ai eu la chance de passer que dans des services magnifiques, mais de souffrir de l'environnement physique des hôpitaux. Le modèle que l'on a, bien sûr qu'il est génial pour les ados, mais j'ai envie de dire, ça devrait être un modèle applicable pour toutes les pathologies, pour tous les âges. Je veux dire, que ce soit les enfants, les adultes, les seniors, les soins palliatifs. Alors, les soins palliatifs, par exemple, ils ont fait beaucoup de travail dans ce sens-là. Mais quand tu vois les services de l'hôpital Cochin et de tous les hôpitaux, quoi, les services pour adultes,
honnêtement, ça fait pas envie, quoi. Tu te dis, il faut vraiment être malade pour avoir envie d'y aller. Est-ce que Marcel Ruffo, il disait souvent en se marrant, l'hôpital, la maison de Solène, c'est le seul service où les ados demandent à venir. Alors bon, il est marseillais, hein, il exagère un peu. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement important d'avoir un endroit qui sente bon. Alors ça, c'est grâce aux patientes, merci, parce qu'elles sentent super bon en général. Un endroit qui sent bon, qui est beau, où le matin, tu arrives, tu n'as pas la boule à l'estomac. Genre, on est tous médecins, on a chié pendant 20 ans pour en arriver là. On a tous bossé avec la boule au ventre. Moi, depuis 17 ans que je suis à la maison de Solène, franchement, quand on me dit, mes potes me disent, lundi, tu bosses, je dois le dire, hein, depuis 17 ans, je n'ai pas l'impression de travailler. Hein. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que le contexte, l'environnement, puis bon, c'est les patients et leurs familles, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous nourrissent tellement, c'est magnifique, on n'a vraiment pas l'impression d'aller bosser. Et moi, je pense que à terme, c'est un modèle qui devrait, tu vois, être différent partout. Et partout, c'est-à-dire pour moi, c'est l'hôpital, c'est le modèle de l'hôpital du 21e et du 22e siècle. Il faut que tous les services soient cassés, qu'on mette du fric là-dedans et qu'on construise des hôpitaux qui soient jolis, avec des terrasses où les gens puissent prendre le soleil, avec des jardins, avec des ateliers, avec des gens gentils et bienveillants. Et ça, je pense que il faut tendre vers ça. Alors, on a la chance, effectivement, d'en bénéficier. Au début, tu sais, c'est un peu comme en mode, tu peux pas être blonde, tu peux pas être blonde et intelligente, tu vois, ou toi, tu peux pas être beau gosse et brillant dans ton métier. C'était la maison de Solène, c'est trop beau, forcément, ils bossent pas, quoi, ou alors c'est cher. C'était vraiment, je te promets, c'était vraiment le complexe de la blonde. Quand on a ouvert ce truc-là, même nos collègues de Cochin étaient là en mode, ah bon, ils bossent dedans. Maintenant, ils nous envoient leurs enfants, donc ils ont compris que, ouais, on bossait, quoi. Mais il nous a fallu bien honnêtement 5-6 ans pour être acceptés, reconnus. Reconnus, ouais. Et alors, pas développé, ouais, vraiment. Et donc, puisque tu parles de bosser, parce qu'on a beaucoup de questions autour de ça, concrètement, c'est quoi votre modèle? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a des contrats, pas des contrats? Est-ce qu'il y a le poids au cœur de la discussion, la nutrition? Enfin, voilà, comment ça se passe? Parce que je vois passer pas mal de petits messages au fur et à mesure. Alors, je pense que notre modèle, c'est qu'on n'en a pas, justement. C'est-à-dire que il y a pas, on a beaucoup de structures qui me demandent, tu peux nous envoyer votre protocole? Alors, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un très protocole en général, mais on n'a pas de protocole à propos. On a des protocoles pour les soignants, pour les perfusions, les trucs centrales. Mais vraiment, alors ça paraît, bon, c'est un peu politiquement correct. C'est-à-dire que chaque patient a son projet de soins individualisé, mais quand je dis ça, c'est une réalité, quoi. C'est-à-dire que à chaque patient, on se remet à nu, on se remet à zéro. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut construire son projet de soins avec lui. Est-ce que ça va passer par la consulte? Est-ce que ça va passer par l'hôpital de jour pour préparer l'hospice en plein? Est-ce qu'il faut le prendre d'emblée en hospice? On n'a jamais de place, donc est-ce qu'il faut travailler avec la pédiatrie, la médecine ado? En tout cas, peut-être parlons pour déjà dire que c'est des soins qui vont durer. Nous, la durée moyenne d'accompagnement des patients, elle est supérieure à 3 ans. Ça veut dire que même lorsqu'ils vont bien, là j'ai revu aujourd'hui une patiente qui a 26 ans, qui a plus besoin de moi, hein, mais qui continue à venir. Elle vient pas du tout en Île-de-France. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on, nous, le premier aspect du modèle, entre guillemets, c'est qu'on s'inscrit dans la durée, quoi. C'est-à-dire, c'est des troubles qui durent en moyenne 2 à 5 ans. Le risque majeur, c'est la chronicité. C'est pas la mort, c'est la chronicité. Donc, le terme chronicité et complexité, pour moi, c'est les deux termes pour comprendre ces troubles. Et donc, on s'inscrit vraiment sur la durée. Donc, on va suivre les patients dès le début, avant l'hospice, pendant l'hospice, après l'hospice. On va assurer la transition et parfois transiter en milieu adulte, ça va prendre 1 an ou 2 ans. Une transition, c'est quand on décroche notre téléphone, on appelle nos collègues les jours des diplômes. Passe le relais, ouais. Donc, c'est vraiment individualiser les projets de soins. C'est mettre en place, avant l'hospitalisation, le projet d'hospitalisation. Et ça, donc, il y a tout un travail de préadmission qui est fait. C'est qui? C'est toi qui le réalise, cette consultation? C'est toi qui fais la consultation? C'est moi ou mes collègues somaticiens, ma chef de clinique. Mais majoritairement, je dois dire que pour les hospices, dans la mesure où on a, là aussi, il faut le dire, vocation à accueillir les situations les plus graves.
Je vois beaucoup de gens qui disent on aimerait venir et tout. Franchement, moi, si c'était que de moi, je monte 5 tours sur le Val-de-Grâce et j'accueille tout le monde, sauf qu'en vrai, on ne peut pas. Mais on a, en tant que CHU, vocation, c'est le cas d'ailleurs dans toutes les spécialités, on a vocation à accueillir les patients les plus graves. Et ces patients-là, donc oui, je les vois tous avant. Déjà, j'en suis les 2/3. Et ceux que je ne suis pas, je les vois en préadmission avant. Ils seront vus une fois aussi par la psychiatre d'hospitalisation, même si c'est un psychiatre référent, pour évaluer et déjà anticiper de faire le lien avec l'équipe qui suit le patient. Et donc, ce projet d'hospice, on le co-construit. Ça veut dire, on définit, déjà, on explique que ça ne va pas se passer en deux. On définit, la plupart du temps, un objectif de poids. On explique qu'on fonctionne sans séparation. Ça a été une volonté établie en opposition volontaire à ce qui se fait dans d'autres structures. Bien sûr. Séparation, je le répète, je sais qu'il y a des parents qui sont là et pour lesquels la question se pose. Le contrat séparation, c'est un outil de soins extraordinaire lorsqu'il est fait par des équipes qui sont formées à ça. Formées à ça. Culture du contrat séparation. Fait par des services, des équipes qui n'ont pas la culture, c'est une catastrophe. Okay, on en revient, tu parlais des hospitalisations carcérales, de l'isolement, etc. Une équipe qui ne sait pas faire, un service de pédiatrie qui dit on va te séparer de tes parents pendant un mois, pour moi, c'est de la maltraitance, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Par contre, les structures comme l'Institut Montsouris, qui ont cette culture depuis Philippe Jamet, c'est les années 60, qui donnent du sens à ça, dont les soignants sont formés, qui comprennent que c'est un outil thérapeutique qui vient faire tiers dans le soin, il n'y a pas de problème et non seulement c'est utile, c'est indispensable. Du coup, nous, on s'est dit avec Ruffo, nous, on va proposer autre chose, au fond, une alternative. Et donc, oui, on fonctionne sans séparation. Il peut arriver en début d'hospitalisation, lorsque l'ado le demande, et que l'on pense... Un peu de distance. Ouais, que ce soit un peu régulé, tu vois. Voilà, un peu de distance pour souffler. Ouais. Soit pour souffler, ou qu'on ne leur laisse pas le téléphone comme ils l'ont 2 fois par jour. Voilà, on essaie un peu de permettre que les parents se posent. Donc ça, c'est le contrat. Le poids, il est défini. Alors ça, c'est un vrai sujet. Parce que, alors moi, là, pour le coup, je sais qu'il y a, je sais pas, des collègues qui nous écoutent, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, j'aime bien débattre. Je suis vraiment contre, je le dis, la normalisation pondérale pour tous les patients lors de l'hospitalisation à ce stade-là en médecine ado. Je pense que... chez les ados. Hein. Chez les ados, je parle chez les ados. Je fais une exception pour tout ce qui est troubles alimentaires prépubères, où l'enjeu non seulement de construction psychique, mais de croissance, de fertilité, etc., d'ostéoporose, etc., où les enjeux somatiques sont tels que si rapidement l'évolution n'est pas favorable, il faut effectivement, lorsqu'on hospitalise, demander la leur puberté et qui ont largement avancé leur croissance. Je pense que demander le 18 ou le 20 IMC à tous les patients dans le cadre de l'hospitalisation, je pense que si on fait ça, on perd des patients. Pour moi, c'est vraiment l'idée de les mettre sur la rampe de lancement, de les sortir du marasme dans lequel ils sont, de les ramener à un niveau de poids qui vont leur permettre d'envisager les soins ambulatoires, de pouvoir s'articuler avec des hôpitaux de jour, que ce soit le nôtre ou comme celui de Rist, de Nathalie Gauthier, où là, pour le coup, il y a encore une nouvelle étape et où il y a encore d'autres choses qui peuvent être faites. Mais dans le cadre de l'hospice, je pense qu'il faut bien, et ça pour les parents, c'est très dur parce qu'on leur explique bien que l'hospice, on ne va pas guérir un adolescent avec 2, 3, 4, même 5 mois d'hospitalisation. L'idée, c'est vraiment, ils sont sortis du chemin. Je fais référence à ce papa à qui j'avais dit, pour essayer d'utiliser une métaphore, avec les papas, je parle de route, je parle de voiture, et je lui ai dit, voilà, votre fille est sortie, vous savez, sur la route, il y a la route, parfois il y a des déviations, panneaux jaunes, là, elle a pris le panneau déviation, mais après, elle s'est perdue dans les bois, donc il va falloir, on n'en est même pas à la ramener sur la route, là, il va falloir la ramener sur la déviation, et ensuite, elle rejoindra la route. Aujourd'hui, elle va bien, elle fait des études de médecine, et le papa, on s'est dit au revoir il n'y a pas très longtemps, et il m'a dit, c'était très émouvant, il m'a dit, elle est revenue sur la route. Et en vrai, pour moi, mon taf, en tout cas, je pense qu'on a le droit chacun d'envisager, d'avoir des points de vue différents. Moi, mon point de vue, c'est de ramener l'ado sur son chemin d'adolescent. Je me fous qu'il sorte à 15, 16, bien sûr, il ne peut pas sortir à 13 ni à 14 IMC, mais l'idée de les ramener à 18 ou 20 systématiquement, je pense qu'il y aura d'autres temps pour ça. Et une fois encore, là, je ne parle pas des prépubères, je parle des ados
entre 15 et 18 ans, quoi. Donc ça, voilà, la question de travailler l'objectif de poids, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire 9 fois sur 10 en préadmission. Parce que si on ne le fait pas, on piège les patients. On leur dit, bah, tu vas venir. Puis une fois qu'ils sont là, on leur dit, bon, bah, maintenant que tu es là, tu vas reprendre 15 kilos. Je veux dire, j'ai une fois encore la confiance, ça se gagne. Et on ne peut pas faire des choses comme ça. Après, je l'ai eu fait pour des situations où le patient a été tellement en orbite et tellement et englué et fixé que le fait de parler de poids, de toute façon, je savais qu'on ne pourrait pas avancer, que ça allait le braquer. Donc, on s'est dit ensemble, tu vas rentrer, tu vas avancer, tu vas faire ton chemin. Et on l'utilise ça encore parfois en hospice. Arrête tu m'emmerdes. Là, j'ai une patiente en hospice, elle est peut-être là, je ne sais pas si elle me regarde. Elle très sympa malgré elle, elle m'emmerde toujours à me parler de son poids. Est-ce que si au lieu de tel poids, j'ai 1 kilo en moins, et je lui dis l'autre jour, j'ai dit, tu sais quoi, tu vas arrêter de me parler de ton poids et on va avancer. Tu vas avancer, tu dois te reconstruire, tu dois te restaurer à tous les niveaux et puis ton poids, on verra plus tard, quoi. Et quand c'est vrai que je le pense, quoi, tu vois, c'est pas la blague. Je comprends même. Alors, pour qu'on soit clair dans le message, même si le poids nous donne un indicateur, il y a aussi quand même une réalité nutritionnelle, puisque c'est aussi ton boulot en tant qu'endocrinologue nutritionniste. Moi, j'ai souvent tendance à parler de flux alimentaire. Je mets même peut-être avant tout le flux alimentaire, même si un IMC est une ligne d'horizon, peut-être je vais utiliser la métaphore de l'horizon, mais que clairement, il y a quand même il y a un flux énergétique et qu'on le voit bien, tous les patients. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ça aussi, c'est compliqué. Le concept de dénutrition et de comprendre que même à un poids physiologique adapté, on peut être sous-alimenté ou dénutri, ça c'est vrai, c'est difficile pour beaucoup de patients à intégrer. Comment dealer avec ça? Comment dealer avec cette notion de dire mais je suis à un poids et une IMC adapté, mais je suis sous-alimenté et j'ai peur de grossir là aussi, j'ai peur de ce flux alimentaire. Comment tu arrives à dealer avec ça? Je pense que c'est moi quelque chose qui m'aide beaucoup. Tu as tout à fait raison. Hein. C'est pour ça quand je dis, j'ai vu passer des commentaires, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Ouais. J'essaye de noter. Il y avait l'activité physique sur laquelle je reviendrai parce que j'ai vu passer un truc. Je pensais que l'IMC n'était pas important pendant l'adolescence. Je n'ai pas très bien compris. Mais bon, il peut reposer la question. Moi, ce que je fais déjà, c'est que je reprends l'historique pondéral. Je pense que ça, c'est vraiment de voir d'où le patient vient. Oui. C'est-à-dire que tu as quand même des patients qui peuvent être à 17 ou 18 d'IMC et on sent qu'ils n'ont pas de gaz, quoi. Enfin, ils n'ont pas de gaz. Je veux dire, ils n'ont pas d'énergie. Oui. On sent que le flux énergétique n'est pas là. Mais si tu prends... Alors, le problème du flux énergétique, c'est que l'énergie du patient elle est aussi liée à son état psychique. Donc, tu peux avoir des patients avec des IMC quasi normalisés, mais qui ont un IMC qui reste à un état psychique qui reste... dégradé. Ouais, dégradé, et que donc, il n'y a pas que le poids. Et ça, c'est intéressant de dire, ah tiens, tu vois, à 16 IMC, tu es encore cuit. Sur le plan de l'humeur, ça ne s'améliore pas. Peut-être que toi, parce qu'on est chacun très différent et avec des besoins variables et très innovants par rapport à la situation de nutrition, il y a des patients chez lesquels, clairement, l'état psychique est dégradé parce qu'ils n'ont pas le flux énergétique. Et même s'ils sont à 16 ou 17 IMC, et ça, il faut pouvoir faire le constat et dire, OK, peut-être que tu as 15-16 IMC, peut-être que ta voisine de chambre à 15-16 IMC, elle reprend le sport et qu'elle rentre chez elle en permission, mais toi, tu vois bien que tu es cuite, que tu n'arrives pas à te concentrer, que tu as des problèmes de mémoire, que ton humeur est basse, que tu as des pensées, des idées noires ou des pensées tristes, etc. Oui, il y a peut-être des éléments dépressifs, mais comment peut-on savoir qu'il y a vraiment des affects dépressifs qui sont indépendants de la dénutrition? Mais là, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, là, peut-être que cela, ça vaut le coup de les ramener à 18 ou 19 IMC et voir comment, psychiquement, ils fonctionnent avec un IMC au-dessus. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut envisager et surtout avoir une vision très globale, finalement. Ouais, c'est du cas par cas, mais surtout, ce que tu nous as rappelé tout à l'heure, c'est qu'on s'inscrit dans une notion de durée, que ce n'est pas une pathologie qui, malheureusement, se traite dans les 1-2 ans. Mon expérience maintenant clinique me fait dire que quand je vois un patient tomber dans les moins de 6 mois dans la pathologie, je sais que j'en ai un minimum pour 1 an et demi, 2 ans de suivi. C'est vrai que c'est une pathologie qui est longue, qui est très consommatrice de soins, où il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de facteurs de maintien, mais il faut s'inscrire dans une durée. Je trouve que beaucoup de patients
parfois se tirer un peu une balle dans le pied en voulant aller trop vite ou en imaginant qu'il y a un peu une impatience aussi à la sortie des maladies, alors que c'est un process qui est relativement long. Tu disais que la moyenne, c'est 3 ans chez toi à peu près? Dans la littérature, c'est 2 à 5 ans pour la durée moyenne d'une anorexie mentale. Et nous, je te dis, en moyenne, là j'ai repris les chiffres, en durée moyenne de suivi, on est à plus de 3 ans. Après, il y a des patients qui viennent nous voir et qui sont quasi guéris ou qui évoluent vers un trouble à minima. Mais la durée est très très longue et c'est pour ça que très souvent, alors il y a aussi l'hyperactivité physique, il y a l'impatience de certains, de nos patients, souvent adolescents, qui ont envie de reprendre une vie normale et on les comprend. Mais moi, je le reprends souvent. Moi, je suis somaticien, donc je prends des métaphores, des exemples de pathologies somatiques. Je dis toujours, un patient qui a fait un accident coronarien, même s'il a les artères bien débouchées, avec un super top et qu'il a une pression artérielle normale, il ne va pas aller courir un marathon le lendemain matin, tu vois. Quand tu te fractures le fémur, même si tu reprends la marche maintenant avec les nouvelles chirurgies 3 jours après, on va te faire de la rééducation pour remuscler, refaire ta masse musculaire, etc. Comment peut-on imaginer que chez des patients qui ont vécu des mois, voire des années de dénutrition, avec en plus parfois des passages dans des vagues dépressives, etc., comment on peut imaginer qu'à la sortie de l'hospice, ils reprennent une vie normale? C'est-à-dire que la question de la poursuite du soin parce qu'il n'y a pas guérison, c'est même pas de la convalescence, quoi. C'est malheureusement alors la chance qu'on a, c'est que c'est une pathologie chronique à haut risque de chronicité, mais c'est aussi une pathologie chronique avec un potentiel de guérison qui est énorme. Et c'est ça qui, je trouve, fait tout le paradoxe, un des paradoxes de cette pathologie. Moi, en ce moment, dans l'équipe, on travaille pas mal sur la question de la transition. Et je pense, pour y avoir pas mal réfléchi, que ce qui fait la difficulté de faire transiter ces patients, c'est que du point de vue du patient et des parents et de notre point de vue, on est tout le temps dans ce paradoxe de se dire, on sait que malheureusement, dans 20 ans, elle sera peut-être encore malade, mais peut-être que dans 6 mois, elle sera sur le chemin de la guérison. Et donc, c'est vachement compliqué de se dire à 18, 19 ans, on va faire transiter parce qu'en vrai, il y a la question de l'âge relatif, de l'âge chronologique, de l'âge de maturation, mais pas que ça, de l'âge développemental. Il y a la question de se dire, en fait, à partir de chez quel patient on peut lui mettre une étiquette chronique, l'autre on va lui mettre un étiquette, tu guériras. C'est compliqué. Après, on n'en sait rien. Alors que quand tu suis, moi qui ai fait beaucoup d'endocrino et diabéto, quand tu suis un patient diabétique, tu sais que malheureusement, s'il a eu son diabète à 16 ans, à 25 ans, il sera peut-être normoglycémique, mais il sera toujours diabétique. Alors qu'un patient TCA, même s'il il a fait 5 hospices et 3 passages dans des services spécialisés, peut-être qu'à 20 ans, il sera guéri. Et tu vois, ça c'est vraiment tout le paradoxe de cette pathologie où en fait, il faut tenir bon et leur dire, comme tu dis, il faut accompagner, il faut du temps, il faut donner du temps au temps. Et sachant que le début de l'histoire, on le connaît, et que la fin de l'histoire, la finalité, la sortie, en vrai, on ne la connaît pas. Et qu'en plus, ils doivent sortir de l'adolescence. Donc, ça fait pas mal. Ouais, ça fait un double boulot. D'ailleurs, ça me fait penser, avec ta casquette d'endocrinologue, je pense à pas mal de patientes, les règles. On a eu, c'est pas mal de choses. Et je pense à une patiente qui, la semaine dernière, me disait, mais je suis revenue à un poids normal, j'ai toujours pas retrouvé mes règles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette problématique de règles, retour du poids, qu'est-ce qu'il en est? Je suis en train de jouer à Fortnite, je fais un bruit. Donc, du coup, je reprends un petit peu le docteur Blanchet et il s'occupe de la maison de Solène à Paris, donc c'est une institution très particulière. Voilà. Bon. Donc, je disais, je reprenais un petit peu les éléments. Je ne veux pas donner de faux espoirs aussi. Les listes d'attente chez toi sont longues, c'est traitements longs, c'est difficile d'accès aussi. Et on essaiera de vous rediriger sur les soins les plus proches de chez vous. Et, après, je pense vraiment à ce que j'ai dit au début. Enfin, pas quand vraiment. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses bien aussi. Hein. Et une fois, nous, on est toujours, je sais que tous mes collègues du réseau le font aussi. Lorsqu'on est sollicité par des équipes en dehors de l'Île-de-France ou en Île-de-France d'ailleurs, qui ont besoin de soutien, de conseils, je veux dire, vous répondez. On ne dira jamais non pour des conseils à discuter. Et souvent, ça suffit
d'accompagner un peu le mouvement. Bon, bref, donc la question des règles. Sur les règles, oui. Alors, là, c'est pareil. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est que le retour des règles ne dépend pas seulement de l'IMC, d'accord? Il dépend de l'état de renutrition, et tu nous as bien expliqué que l'état de renutrition, c'est pas le flux à l'IMC. Donc ça, c'est une chose. Et que on oublie souvent que dans la question de la renutrition, il y a la composition corporelle. C'est-à-dire que tu peux avoir, ça c'est pas à toi que j'explique ça, tu peux avoir 2 patientes à 18 IMC qui ont des compositions corporelles complètement différentes. Et on sait que, alors là c'est ma petite casquette d'endocrino, ça a quand même été une passion l'endocrino, que le gonadostat, c'est-à-dire la petite horloge hypothalamique qui va déclencher les premières règles et qui déclenchera le retour des règles, ce gonadostat, il est multifacette, c'est-à-dire que c'est un gonadostat qui va certes mesurer le poids, la composition corporelle, qui va mesurer depuis combien de temps l'état nutritionnel est à peu près correct, mais il va mesurer aussi plein d'autres choses, le niveau d'activité physique, s'il y a des crises de boulimie, s'il y a des vomissements, s'il y a de l'hyperactivité physique, je dis, s'il y a du stress, beaucoup de stress scolaire, s'il y a des troubles du sommeil, et puis s'il y a des affects dépressifs, s'il y a des éléments anxieux. Et puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'adolescentes chez lesquelles l'anorexie est venue en fait faire barrage inconsciemment au processus adolescent et à la puberté physiologique et au changement corporel. Donc, tu as beau ramener un poids, etc., normal, il y a des patientes qui ne sont pas prêtes à avoir leurs règles. Et ça, tu peux être à 18, 19, 20 d'IMC. Si dans ta tête, tu n'es pas prêt à l'être, les règles ne viendront pas. Donc, ce gonadostat, c'est un truc tellement complexe il faut l'expliquer, prendre du temps. Moi, l'autre jour, j'ai encore failli m'arracher les cheveux devant une jeune fille de peut-être 14 ans et demi, 15 ans, développé depuis un an un épisode anorexique, pas très sévère, mais un vrai épisode anorexique, qui avait vu un médecin, je ne sais pas lequel, qui lui avait dit « Ah, tu n'as plus de règles depuis 6 mois, mon Dieu, tes os, on va te mettre sous pilule. » Donc, au secours. La pilule, ce n'est pas un traitement de l'arrêt des règles, la pilule, ce n'est pas un traitement initiateur, inducteur de puberté. La pilule, c'est un contraceptif. Et puis, lorsqu'on a besoin de traitement hormonal substitutif, après 18 ans, pour une forme chronique, avec de l'ostéoporose sévère fracturaire, ça peut se faire, mais je veux dire, alors là, je suis désolée, mais bon, là, c'est encore la casquette d'endocrino et gynéco que j'en ai fait un peu. Je veux dire, avec une pilule, on fait exactement la même chose que l'anorexie, c'est-à-dire qu'on vient bloquer l'hypothalamus, on vient bloquer l'hypophyse, on vient bloquer les ovaires. Lorsque vous avez un hypothalamus, alors je sais mimer les ovaires, mais je ne sais pas mimer peut-être comme ça, avec les ventricules. L'hypothalamus, pourquoi je disais ça, je perds le fil. Je ne sais plus. Régulation des règles. Le gonadostop. L'hypothalamus, il prend cher pendant la dénutrition, avec les crises de binge, etc. C'est-à-dire que l'hypothalamus, il est à l'arrêt total. Il est à zéro. Il n'y a plus de pulse, il n'y a plus rien. Tous les petits noyaux, là, ont arrêté de fonctionner. Et quand vous donnez une pilule, vous faites pareil. Or, en sortie d'anorexie, l'hypothalamus, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille, il commence à relancer ses petits pulses, et là, vous lui dites « Vite, faut qu'elle ait ses règles. » Donc, poum, vous donnez une pilule pour faire semblant d'avoir des hémorragies de privation. Et là, l'hypothalamus, poum, vous lui remettez un coup sur la tête. Donc, voilà, pitié, vraiment. Donc, les règles, on s'en fout. Il n'y a que nos grands-mères qui pensaient qu'il fallait avoir ces règles. Ce qui est important, c'est la relance ovarienne et le fait d'avoir des taux détectables d'hormones sexuelles et la relance testiculaire, parce qu'on n'en parle pas, mais l'anorexie chez les garçons, elle génère les mêmes choses, sauf que les pauvres, eux, ils n'ont pas les règles. Enfin, on n'a pas ce critère-là clinique. C'est vachement compliqué de parler avec eux, d'érection, de libido, etc. Et donc, on n'a pas de critères objectivables. Et du coup, on se préoccupe beaucoup moins de savoir s'ils relancent. Mais quand on fait les dosages chez les garçons, c'est pareil. Ils ont la testostérone qui est à zéro. À zéro. Ouais. Donc, tu vois, le temps de relancer tout ça. Donc, pitié, pas de pilule au moment où, effectivement, le corps et l'hypothalamus essaient de faire son travail pour relancer les choses, quoi. Donc, voilà. Et concrètement, ouais. Quand on entend par relance, d'un point de vue nutrition, est-ce que vous avez c'est quoi les niveaux caloriques de relance pour toi? C'est une question vaste, obligatoirement, même si je veux. C'est juste une question de prévention aussi, de bien se rappeler que les calories, beaucoup de patients, on le sait, font des comptes, tiennent à jour des cahiers, des patates comme ça, mais
souvent on oublie que la sous-alimentation est vraiment un déficit. Et à partir de combien pour toi, presque d'un point de vue calorique, on serait déjà sous-nutri? Moi, j'avais souvenir qu'en dessous de 1600, on n'arrivait pas à couvrir les besoins minéraux et vitamines. Alors ça dépend quand même de l'âge. En tout cas, pour nos ados, clairement, en dessous de 1500, on est en carafe, quoi. Hein. Je veux dire, c'est évident. 1500. Oui. 1500. Le métabolisme de base, que j'explique parfois à mes patients, le métabolisme de base, pour ceux qui ne savent pas, on pense simplement pour maintenir notre corps vivant. Donc la définition, c'est l'énergie dépensée par le corps dans une pièce allongée à température stable, sans stress, sans émotion. Voilà, rien que à jeun. Donc rien que pour ça, oui évidemment sans digestion, etc. Donc rien que pour ça, c'est déjà entre 1100 et 1200 calories. Donc déjà, si vous êtes en dessous de 1200, vous ne couvrez même pas vos besoins de base, donc votre corps, lui, va l'épuiser dans vos réserves. Pour l'adolescent, en pleine phase de croissance, on monte facilement à 2002, 2003, 2004, 2005. Ce qui explique d'ailleurs, ça c'est important peut-être Nicolas qu'on en parle, parce que souvent, alors je vais parler de l'hospitalisation. En hospitalisation, donc chez des patients, ils ne sont pas allongés, ils ne font rien, mais bon, ils ne sont pas dehors à cavaler. Il n'est pas rare qu'on soit obligé pour relancer de monter au-dessus de 2005. On a pu monter à 2005, 2008, 3000, 3002, 3000. Je crois que notre record, ça doit être 3005 chez un garçon qui avait une grosse masse musculaire. Et pour dire, souvent, lorsque les parents qui font de leur mieux essaient de t'accompagner avec l'aide de vous, des diètes, d'accompagner en ambulatoire leurs ados, ils sont souvent très étonnés de dire, avec toujours cette phrase, je comprends pas, ma fille ou mon fils mange comme nous et il prend pas de poids. Et oui. Moi, tu vois, je pense que je suis une bonne mangeuse, j'aime bien bouffer, hein, ça c'est un secret pour personne. Et après, voilà, j'ai plus 20 ans, mais je pense que, tu vois, je vais manger 1800, 2000 calories jour, ce qui est déjà pas mal pour quelqu'un de mon âge. Je fais un peu de vélo aussi. Mais j'ai mon âge. Ce que je veux dire, c'est que si demain je mange avec une ado qui souffre d'anorexie et qui me dit j'ai mangé autant que vous, je vais lui dire ouais. C'est trop faible. Comme diraient les ados, ouais meuf, mais c'est trop faible. Ça va être à 2004-2005. Or, quand les parents nous disent ça, je pense que les parents, ils ont à peu près nos âges. Normalement, à nos âges, tu bouffes pas 3000 calories par jour. Donc forcément, que si les ados mangent comme eux, il y a beaucoup de femmes qui sont restreintes, qui sont plutôt autour de 10, il faut bien le dire, dans les femmes adultes, préménopausiques, etc. Moi, je vois autour de moi, je veux dire, mes potes, elles bouffent 1004, 1005, 1006, et encore les bons jours. Donc, c'est sûr que, du coup, à la maison, on ne comprend pas. Donc, moi, je le répète toujours, mais c'est marrant, je le répète et j'ai l'impression que ça passe pas assez. Les besoins sont, j'y joue à mes ados malades, tu dois manger plus que ton père, ton frère, ta mère. Bref, alors ce qui est juste fou parce qu'on sait que c'est quasiment impossible. Mais du coup, le problème, c'est que ça induit quoi comme pensée chez les médecins traitants, notamment qui ne connaissent pas la pathologie, c'est elle doit se faire vomir. Si elle mange tout et qu'elle ne grossit pas, elle doit se faire vomir. Et c'est parfois aussi ce que j'entends chez des soignants, alors c'est déformé, hein, c'est au fond, cette patiente, franchement, elle finit ses plateaux et elle ne grossit pas. T'es sûr qu'elle ne se fait pas vomir ? Les plateaux publiques, franchement, moi en ce moment, ça fait 30 ans que j'en bouffe l'assistance publique, là, donc j'ai longtemps mangé l'assistance. Franchement, les plateaux de la paix, quand tu arrives à 1800 sur une journée, c'est la fête. C'est le bout du monde. Hein. C'est le bout du monde. Ouais. C'est des aliments qui sont pauvres, pas très riches en calories, quoi, tu vois. Donc, chez toi, tu te fais le petit pot d'agandas le soir. Ça, il n'y a pas, c'est que tu te fais le petit pot en apéro. Donc, tout ça, c'est plus. Donc, c'est que de la bouffe en plateau. Moi, si je mange à PHP, je perds 1 kilo par semaine, quoi. C'est intéressant. Je complète ce que tu disais et je réponds à Camille qui posait la question, qui remarque, qui dit « mais je me compare tout le temps à ma famille ». Oui, mais il y a un truc à comprendre aussi, Camille, c'est que votre famille ne souffre pas d'anorexie mentale, donc en cela, vous ne pouvez pas vous comparer à eux. Si vous avez à vous comparer, ce serait à quelqu'un qui soit dans un process de la sortie de maladie. Vous pourriez vous évaluer d'un point de vue comparaison, mais clairement, vous ne pouvez pas vous appliquer, comme le docteur Blanchet vient de nous expliquer,
vous ne pouvez pas vous comparer à votre famille parce que déjà, manger de manière spontanée ne veut jamais dire qu'on mange vraiment au besoin. Ça aussi, c'est très dangereux avec les problèmes aujourd'hui de l'idée véhiculée de l'intuition. Tu sais, la intuitive food, on en parle beaucoup là-dessus. Moi, clairement, quand je regarde la intuitive food, la plupart du temps, les gens sont en dessous de 1500, 1400 calories. Donc, c'est relativement dangereux sur cette dynamique-là. Autre point, je rebondis sur ce que disait Camille, sur ce que tu disais. Et pour l'adulte, bien sûr, nous devons largement aussi dépasser les 1500. Moi, je vois la clinique à Garches ou même à Montpellier, je pousse à 2500, 2006 avec Sébastien Machereau. Lui nous fait calculer 60 kilocalories par kilo de poids corporel pour reprendre 100 grammes par semaine. Très facilement, on est à 2004, 2005 pour pouvoir relancer la machine. Hein. C'est quand même incroyable cette histoire de calories. Comment on arrive encore à avoir des régimes à 1200 calories? Une patiente l'autre jour me disait qu'un coach sportif avec 11 000 abonnés prônait les régimes à 1200 calories pour les femmes. Je trouve ça mais fou. Comment un jour on va réussir à battre ça? Et comment rassurer aussi un patient en lui disant mais oui, tu as besoin pour relancer, tu l'as dit, l'hypothalamus, l'axe gonadotrope, etc. Il faut relancer ces pulsations. Et pour relancer ces pulsations, c'est ce fameux flux énergétique, au moins plus de 2000, 2200, 2400 calories par jour. Alors que les patients, eux, ils vont imaginer que la prise de poids va être majeure. Comment les rassurer là-dessus? Je pense qu'il faut expliquer, il faut montrer. Moi, je fais des dessins, je montre des données. Il faut expliquer, il faut rassurer. Je veux dire, après, on se heurte aussi à la part de déni de la pathologie. Mais je pense qu'il faut aussi, c'est vraiment de l'éducation, tu vois. C'est vraiment de l'éducation thérapeutique. On a trop longtemps pensé que les patients qui souffrent d'anorexie avaient une connaissance, une omniscience. Ah oui. Alors qu'en fait, elles savent des choses, bien sûr, mais leur savoir, il est quand même largement perturbé par leur distorsion cognitive et par, tu vois, voilà, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de fausses croyances, mais en tout cas, oui. Donc, je pense que, encore, je prends notre pathologiste. Demain, je vois une patiente qui a une maladie de la thyroïde. Je vais lui faire des expliquer comment on fabrique des hormones, pourquoi elle a des anticorps qui stimulent sa thyroïde. Et je ne vais pas me dire, elle est un baso, donc elle sait tout sur la thyroïde. Donc, je pense que nous, en tant que professionnels, il faut qu'on sorte de l'idée que ces jeunes ados, ou même plus adultes, moi je fais de l'ado, ont une connaissance, une omniscience sur tout ça. Je pense qu'il faut leur expliquer, leur donner. Et ça, c'est un travail, tu vois, dans le... C'est la psychoéducation. C'est de l'éducation, l'éducation thérapeutique. Oui. Et c'est une chose que les internes en pédiatrie dans notre service font vachement bien. Parce qu'elles prennent le temps de prendre les courbes, de montrer des bouquins si besoin, de montrer de donner vraiment tu vois, d'apporter de l'information effective. Parce que même les parents, ils sont pas censés. Donc moi, tu vois, je sors des dessins en consultation pour montrer des choses aux parents. Je pense qu'il faut vraiment leur apporter cette connaissance-là. Et puis sortir du truc, tu vois, les patientes manipulent, les patientes vomissent sans le dire. C'est insupportable. Et moi, j'entends ça. Moi, je suis au téléphone toute la journée avec des équipes qui m'appellent. Oui. J'entends ça. Ouais, de toute façon, elle doit vomir. Mais pourquoi elle doit vomir? Elle a un potassium normal, une réserve alcaline normale. Pourquoi elle doit vomir? Elle a combien? 1800? Elle prend pas de poids. C'est normal. C'est normal. Ils sont insuffisants. Tu parlais de l'autre Gugus là, qui prône 1200, sans parler de la mode du jeûne intermittent, tu vois. On a fait une vidéo la semaine dernière, il y a 2 semaines avec une amie, tu sais, Adeline, et on en a parlé, et j'étais très surpris des commentaires parce que j'ai recadré un petit peu les jeunes cétosiques et ce qui se mettait en place et la dangerosité. Pourtant, c'est le régime keto, c'est ce qui est à la mode, avec un peu un système pyramidal où des gens qui sont absolument pas formés viennent vous démarcher. Beaucoup de patientes se plaignent. Morgane de Philippe le disait que beaucoup de patientes l'avaient contacté en disant il y a des gens qui viennent me contacter sans problème de troubles alimentaires, qui viennent me soigner, qui me proposent des régimes keto, et c'est une vraie catastrophe. Bon, le seul problème, c'est que là, on parle entre nous et puis avec des patients, donc elles savent maintenant, mais c'est comment informer de plus en plus la population en général. Je voulais rebondir sur un truc, Corinne.
j'ai vu passer une histoire de métabolisme ralenti. C'est vrai que souvent dans les consultations, j'ai un métabolisme lent, j'ai un métabolisme rapide. Qu'est-ce que ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ces histoires de métabolisme? Ouais, non. Alors, bon, après, ça, c'est quelque chose qui est utilisé, j'ai envie de dire, qui est utilisé dans la logique anorexique. Et enfin, c'est un peu la voie de l'anorexie, tu vois, mais au-delà de ça, on a tous des métabolismes différents. Donc, je veux dire, tu as des cataboliseurs plus rapides que d'autres. Tu as effectivement des... Mais ça représente quoi en réel? Parce que, tu vois, c'est là aussi une problématique de la pathologie, c'est d'avoir l'utilisation de l'adjectif et de qualificatifs qui presque surcotent la réalité. Quand on entend un métabolisme de base ralenti, ça représente quoi réellement? Ça, non, alors ça, par contre, c'est faux, parce que plus les patients sont dénutris, plus les patients sont dénutris, plus elles ont un métabolisme de base qui s'accélère, je veux dire, en dessous de 13 IMC. Sur les IMC dramatiques à 10, 11, 12, 13, elles sont tellement... la dénutrition génère un tel stress pour l'organisme qu'elles sont baignées d'adrénaline, de cortisol, etc. Et c'est un peu moi comme tout à l'heure quand j'avais pas le son, là, mes adrénales, elles sont... Au taquet. Ouais, au taquet, j'ai dû déverser 3 tonnes d'adrénaline. Quand tu fais ça, H24, 7 sur 7, 12 mois sur 12 pendant plusieurs années, t'imagines bien que ton métabolisme, en fait, il est accéléré. Donc, ces patientes sont en hypercatabolisme, elles brûlent. C'est bien pour ça qu'il y a un moment où on s'en sort plus et que même à 2000 calories, même à 2002, même à 2004, on n'y arrive plus. Donc, il y a une inversion. C'est vrai qu'elles peuvent être en hypercatabolisme lié au stress. Après, moi, là où je rejoindrai ce qui a été dit, c'est que selon les patients, et on le voit clairement, les besoins pour relancer le poids ne sont pas les mêmes. Tu as des patients que tu relances à 2000 calories, tu en as d'autres que tu relances à 3000. Indépendamment, je ne parle pas des vomissements, des conduites purgatives, ni d'hyperactivité physique. Je veux dire, sans hyperactivité, sans vomissement, tu as des patients que tu relances à 2000, d'autres à 2005 et d'autres à 3000. Et ça, alors ça, évidemment, ça pourrait sûrement s'étudier, s'évaluer, mais je pense que c'est vraiment c'est multifactoriel, mais je pense que c'est lié effectivement au niveau de stress, aux affects dépressifs, au niveau de sommeil, à plein de choses, à la dimension prépubère du trouble ou pas. Mais je pense que c'est très individu dépendant. Et ça, il faut que les patients l'entendent. C'est pour ça que lorsqu'on dit à un patient qui a 2000 calories, qui ne prend pas de poids, il va falloir passer par une nutrition entérale d'appoint pour venir compléter le flux énergétique dont tu parlais tout à l'heure. Il ne faut pas vivre ça comme une punition. J'ai de la fièvre, je vais prendre du paracétamol. Quoi. Il y a un moment, si on n'y arrive pas avec les... C'est factuel. Voilà, c'est factuel. On n'y arrive pas avec les ingestions spontanées. On va probablement être amené à monter à plus de 2005 ou 2003 ou 2004 ou 2008 calories. Et ça, même pas moi, ni toi, ni personne ne peut le faire seul. Donc, tu as besoin d'un traitement. C'est de la nutrition artificielle. Ça a été fait pour. Ça va renutrir ton cerveau, ton tube digestif. Ça va aider ton corps qui est dans un état de stress majeur à se mettre au repos. Et tu verras que rapidement, tes besoins vont baisser et on pourra décroître. Donc, toute cette explication-là, c'est ça au fond la nutrition. Hein. Toutes ces explications-là, il faut pouvoir les donner. Encore pour les donner, faut-il les avoir intégrées? Oui, c'est ça. Et être en capacité de pouvoir les intégrer, puisque tu disais qu'il y a la sous-nutrition et que ça impacte là aussi. Est-ce que tu vois des patients, j'essaie de raccrocher un peu ce qu'on disait, j'ai vu passer un message entre la fatigue, la renutrition. Est-ce que toi, tu vois des liens entre ces deux-là? Entre la fatigue et la renutrition? Ouais, ou même, il m'est avéré, alors je vais parler de cas cliniques, tu vas me répondre, j'ai vu des patients qui, au contraire, en se renutrissant, avaient des états de fatigue bien plus élevés que ce qu'ils étaient quand ils étaient dénutris. Comment tu peux l'expliquer? Est-ce que c'est ce que tu viens de nous dire à l'instant, d'être bombardé d'adrénaline en permanence une fois encore, je pense que une fois que l'IMC est en train de se corriger, la dénutrition persiste. Et qu'une dénutrition persistante, je pense que c'est 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, pour que le corps récupère. En vrai, on n'a pas vraiment de marqueur, tu vois, objectivable. Mais comment peut-on imaginer qu'après 3-4 ans de dénutrition, en 1 an, ça se corrige? Je pense que c'est des années pour revenir à un état de base. Regarde combien de temps après une grossesse le corps met pour se remettre. Regarde après un Covid, combien de temps le corps met à se remettre. Regarde après une grippe. On dit qu'une grippe, c'est 3 mois de convalescence, qu'un Covid, c'est 6 mois.
Ça ne veut pas dire que tu as encore des stigmates et des symptômes de la maladie, ça veut juste dire que ton corps, il est en train de trouver un nouvel équilibre avec ce qu'il a traversé. Et là, c'est pareil, je veux dire, il faut accepter l'idée que le corps qui a été maltraité, il a été sympa, il a offert une solution dans des moments où l'homéostasie psychique du patient était compromise. L'anorexie est une solution à un moment donné de la vie et il faut remercier notre corps et le corps de ces patients de porter tout ça. Une fois qu'on est sorti de l'ornière et qu'on est sorti du pire, le corps, lui, il va vouloir récupérer et il a bien raison. Et donc, de temps en temps, il va envoyer des signaux de fatigue. Et ces signaux-là de fatigue, moi, je travaille ça avec les patientes après, ces signaux de fatigue, il faut les entendre. Parce que quand elles sont bourrées d'adrénaline à 12e C, la fatigue, elle la ressent pas. Moi, une patiente à 11e C qui me dit « je suis fatiguée », je sais qu'elle est à risque vital engagé dans les semaines qui suivent. On n'est jamais fatigué à 12e C, sauf si on est très déprimé. On ressent pas. D'où l'hyperactivité physique aussi, c'est une manière d'expliquer l'hyperactivité physique. Oui, en partie. L'hyperactivité, elle sert à plein de choses. Elle sert à anxioliser, elle sert à couper la pensée, elle sert à couper la sensation de faim, elle sert à occuper, elle sert à gérer la dépression. Enfin, l'activité, ça a une part très addictive. Enfin, l'hyperactivité physique, elle sert. Il y a autant de fonctions qu'il y a de patients. Mais je pense qu'elle sert aussi effectivement dans cette dimension-là. Ouais. Et alors comment vous faites, vous, l'activité phisique? Parce qu'il y avait cette question par rapport à ça. Comment vous gérez l'activité physique dans ton service? C'est compliqué. Hein. Je vous cache pas qu'on n'a pas de solution miracle. Que déjà, alors je pense que là où j'ai été le meilleur un jour avec un patient, vraiment avec une patiente, c'est qu'elle était dans un autre service. Elle faisait 7 à 8 heures d'activité physique par jour. Okay, par jour, oui. Non, je ne vais pas parler de ses complications parce que je ne veux pas qu'on puisse l'identifier, mais l'hyperactivité avait généré des complications qui avaient menacé sa vie à plusieurs reprises. Et donc, quand elle est arrivée dans le service, je ne lui ai pas dit « Ouais, est-ce que tu fais de l'hyperactivité ?» en personne, moi je me doutais qu'elle en faisait. Elle m'a dit beaucoup plus tard qu'elle faisait 7 à 8 heures. Et vu les complications, je lui ai dit, OK, pour moi, tes complications, elles sont juste d'un truc, on va arrêter tous les bilans. Je pense que c'est ton hyperactivité physique. Donc, je ne vais pas te demander si tu fais de l'hyperactivité physique. Il va falloir qu'on t'aide. Donc, tu me dis combien tu fais d'heures d'activité. Et c'est là où elle a lâché le truc. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit, OK, comment on va faire? Je n'ai pas de remède miracle. Si tu continues ton activité physique, tu vas en mourir. Comment on fait pour trouver une solution? Et c'est elle qui m'a donné la solution. Elle m'a dit, il faut que vous fermiez ma chambre et que je n'ai pas le droit de rentrer dans ma chambre dans la journée. Tu vois? Ouais. Alors, en fait, je pense que la meilleure façon de gérer l'hyperactivité physique, c'est vraiment que le patient puisse parler de son symptôme, parce que c'est un symptôme, avec toi, et ensuite qu'on trouve ensemble les solutions. Bien sûr, il y a des traitements neuroleptiques, il y a les approches corporelles, et il y a la renutrition, parce que la renutrition, c'est en soi... Calme ça, ouais. J'ai cherché mon chargeur, parce que j'ai plus de batterie et j'ai trop peur de me rebrancher. J'arrive dans 2 secondes. Donc, on parlait de l'hyperactivité physique parce que j'ai vu Alice qui nous a posé cette question-là. Et c'est un vrai défi. Hein. Bien souvent, moi, je pense à une patiente qui vient de rentrer à la clinique. On met en place des défis sur l'activité physique. Pour moi, c'est un des facteurs majeurs de maintien d'un trouble alimentaire. Donc, je mets vraiment là aussi des contraintes sur ces activités physiques qui sont des facteurs de maintien. D'ailleurs, je pensais à une chose, là où on voit l'influence des réseaux sociaux et des influenceuses, les images, etc., je vous invite juste à réfléchir aussi, toutes ces influenceuses que vous voyez au quotidien, si vous regardez, elles ne font jamais un autre sport que de faire que de la salle. Et je crois qu'un corps, d'abord, c'est faire autre chose que de faire que de l'activité physique, mais c'est de prendre du plaisir à bouger avec lui. Je recadrerai un petit peu sur les activités physiques, tu sais. Mais je veux bien que tu continues un peu parce que ça intéresse pas mal de personnes, ces activités physiques. Et je disais, en plus, l'influence des réseaux sociaux à l'heure actuelle est quand même folle. Tu vois ces mannequins où elles font un coup, elles sont en train de manger des gâteaux, derrière elles font un shooting, derrière elles sont à la salle de sport en train de faire énormément de choses. Ouais. Donc ça renvoie à des images qui sont totalement inadaptées, mais c'est vrai que ces hyperactivités physiques,
la manière dont tu en parlais, c'était un petit peu ce que j'observais sur la manière de gérer le body checking. En ce moment, je travaille beaucoup sur le body checking avec les patientes et je me suis vu découvrir des choses assez folles, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif dans ce que je veux dire, mais des choses que les patients n'ont jamais lâchées à d'autres professionnels. Et c'est vrai que si on ne va pas assez creuser cette hyperactivité physique et la fonction de l'hyperactivité physique, c'est essentiel. On passe encore à côté de choses. C'est essentiel parce que je pense que déjà que le patient puisse parler de ses symptômes sans honte et en toute confiance, je pense que c'est essentiel, ça c'est sûr. Vous m'entendez là? Oui, ça va? Oui. Donc déjà, bien expliquer qu'on parle d'un symptôme, là on n'est pas en train de juger, etc., que c'est un co-symptôme de la restriction alimentaire. Moi, j'ai des patientes chez lesquelles le symptôme dominant, c'est pas tant la restriction alimentaire, c'est l'hyperactivité physique, et c'est ça qui s'oppose à la reprise de poids, tu vois. Donc chez certains, très souvent, c'est intriqué, les deux en même temps, mais on a quand même une catégorie de patients où à distance, la reprise alimentaire s'est faite sans trop de problèmes. Après, elles peuvent rester sélectives, etc. Mais par contre, vraiment, le symptôme dominant, c'est l'hyperactivité. Donc déjà, il faut pouvoir l'identifier. Et pour l'identifier, ça prend du temps. Il faut poser des questions. Il faut que le patient arrive à se livrer. Ensuite, il faut évaluer avec lui la fonction de ce symptôme. Et ça, c'est très important parce qu'en fonction de la fonction du symptôme, on va proposer tel ou tel type d'accompagnement ou de traitement médicamenteux. On a des patients chez lesquels l'hyperactivité physique, c'est effectivement une façon de juguler l'angoisse. On a des patients pour lesquels l'activité physique, c'est pas fait pour perdre du poids, c'est parce que c'est la seule façon de s'anxioliser. Donc ça va pas être la même chose que celle qui effectivement accepte de manger parce qu'elle sait que derrière, elle va faire de l'activité physique, tu vois. Donc identifier la fonction du symptôme, les fonctions, identifier le symptôme, sa fonction, et ensuite trouver ensemble les stratégies. Mais je dois dire que c'est un symptôme qui, dans les formes chroniques, parce qu'en vrai, dans les formes chroniques à l'âge adulte, qui persistent, bien sûr qu'il y a des patients qui restent restrictifs toute leur vie, mais en général, dans mon expérience, celles qui restent chroniques, c'est parce qu'il y a cette dimension d'hyperactivité qu'on n'a pas, en tout cas, qui n'a pas peut-être été assez bien prise en charge. Et je pense que les nouvelles approches corporelles sont vraiment, je dis pas, moi je ne crois pas qu'il y a une solution, hein, mais je pense que c'est un abord essentiel. J'ai vu passer un commentaire qui disait, mais pourtant l'activité physique c'est bon pour la santé. Oui, on est d'accord, hein, mais là on ne parle pas d'activité physique, on parle d'activité physique problématique. C'est-à-dire on parle d'un symptôme. Ce n'est pas de l'activité physique. On appelle ça activité physique. D'ailleurs, on devrait l'appeler autrement. On devrait l'appeler autrement. Ouais, tu vois, c'est comme si on dit d'un TDAH qu'il a beaucoup de centres d'intérêt. Bon, en fait, il est juste TDAH et il a du mal à se concentrer. Donc, je pense que vraiment, le terme activité physique, c'est pas le bon mot. Nous, on parle vraiment du symptôme activité physique problématique. Et on parle pas, oui, que l'activité physique. Alors, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un me dire, est-ce qu'on peut reprendre le sport, je sais pas quoi. Nous, on a d'ailleurs une APA, une étudiante en activité physique adaptée, qui fait, dès que les patientes ont plus de 14 IMC, leur fait reprendre une activité physique adaptée. Donc l'activité physique, c'est une approche corporelle comme une autre. Être de nouveau en contact avec son corps, réappréhender son corps autrement que par la souffrance et la maigreur et la dénutrition et la maltraitance, c'est super important. Et l'activité physique adaptée en fait partie. Mais l'activité physique, déjà, ça ne veut pas dire le sport. Je pense qu'il ne faut pas confondre. Je pense que avant de reprendre une activité sportive, il faut reprendre une activité physique et qu'il ne faut pas confondre les deux. Faire du sport quand on sort d'un épisode anorexique aigu, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, prendre du plaisir, faire de l'activité physique, de là aller s'inscrire dans un club de sport, une salle ou refaire un sport de haut niveau, non. Enfin, moi, clairement, je m'oppose à ça. Ouais. Chaque situation clinique aura sa réponse. Il faut surtout évaluer avec le professionnel. On va être obligé de conclure parce que tu vois, ça fait finalement, c'est bientôt 22 heures. Voilà, que j'ai passé aussi ma journée. Plus 6h30 de train ce matin, plus 12 consultations. C'était passionnant encore et je sais qu'on n'a pas répondu encore à toutes les questions. Aujourd'hui, bon, tu es quand même spécialisé chez les ados, même si tu fais une transition avec adultes. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur l'adulte. C'est comme toujours, hein, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Bien sûr. C'est génial, mais
c'est une première qu'on fait dans la FFAB, de lancer ces lives, etc. depuis ce mois-ci. C'est pour préparer, qu'on soit clair, le 2 juin, qui est la journée internationale pour parler des troubles alimentaires. Donc, ces lives sont à ce but, et puis ça va se lancer, et puis clairement, on en fera d'autres. On essaiera peut-être de structurer un peu plus. Bon, c'est que des premières, donc c'est toujours un peu particulier. Moi, ce que je retiens de ce que tu me dis ce soir, c'est que, en fait, techniquement, on s'en sort, clairement. Ouais, évidemment. 2, que les équipes de soins sont dans une grande évolution, que des nouvelles approches viennent se mettre en place, s'agréger autour des équipes déjà préexistantes, que ça évolue, qu'il faut être aussi patient avec nous, soignants, parce que nous évoluons avec des pathologies. 3, qu'il nous faut quand même du temps pour pouvoir aussi bien traiter des choses comme l'hyperactivité physique, le problème des règles, le retour à l'alimentation, le poids, la famille, les dépressions, tout ce qui est associé. Et que oui, il va falloir beaucoup de temps pour aborder tous les sujets que vous vivez, le body checking, tous les sujets, toutes les dimensions pathologiques que vous avez au quotidien, et que clairement, on ne peut pas tout faire d'un seul coup, qu'il y a peut-être une temporalité dans les soins aussi, c'est ce qu'on oublie parfois, un kairos des soins. Je crois que ça aussi, c'est vraiment les nouvelles approches qu'on a, enfin les nouvelles réflexions qu'on a, c'est pas que c'est l'outil technique, quel est l'outil technique qui est le meilleur, c'est plutôt comment articuler, dans quel sens ou dans quel ordre articuler les soins pour essayer de trouver la clé qui va casser la serrure et qui va ouvrir la serrure et vous libérer de ça. Moi, je résumerai le live de ce soir comme ça. Qu'est-ce que tu compléterais de ce que tu viens de dire ou de ce que je viens de dire? Comment je compléterais plein de choses, j'imagine. Déjà, c'est ça. J'ai encore plein de choses à dire et je me dis ça. Oui, en fait, je vais en faire un par semaine. Le lundi, après 10 heures de consultation, depuis 9 heures ce matin. Mais en même temps, je suis chauffée, donc ça c'est pas mal. Et oui, c'est ça. Non, ce que je retiendrai, déjà, c'est une super expérience. Donc, merci Nicolas. Et moi, franchement, je suis tout à fait ouverte à en faire, même un peu régulièrement. Je ne vais pas dire toutes les semaines, mais c'est vachement intéressant, peut-être en structurant, en mettant des thèmes ou des axes de réflexion, peut-être. Oui. En tout cas, voilà, à ta disposition. Non, moi, ce que je dirais, je vais juste parler de moi, en fait, parce que ça fait 16 ans que je fais ça et c'est franchement, je m'en lasse pas, quoi. En fait, ces adolescents c'est vraiment des rencontres qui sont incroyables avec des parents qui sont incroyables. Quel que soit le niveau de leur difficulté, je trouve que c'est un symptôme qui qui vient dire tellement de choses du patient. Je pense qu'il faut nous on continue tous avec le réseau TCA Francilien, avec la Fédération française d'anorexie boulimie. Il y aura la journée donc du 2 juin, comme tu l'as dit. D'ailleurs, on va faire un webinar avec les ados, avec les ados de la Maison de Solène. On va faire un atelier radio le 1er juin qui sera enregistré, qui sera sur le site de la journée du 2 juin. Je pense juste qu'il faut qu'on continue à porter la bonne parole, à former ceux qui ne le sont pas. Il faut vraiment faire ça. Comme tu le disais, les soins ont beaucoup évolué en 50 ans, mais je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de chemin et il faut vraiment faire sortir les TCA de la nébuleuse dans laquelle ils sont. Et qu'on arrive, que tous les médecins, les soignants, les professionnels arrivent à aimer ces ados et cette pathologie comme moi je pense je les aime, quoi. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, quoi. Il faut donner de soi, il faut pas y aller à l'économie, quoi. Il faut donner et ça finit par payer presque toujours, quoi. Vraiment. C'est même chez l'adulte, parce que tu vois les ados, mais moi qui vois les deux populations, bien clairement, on donne beaucoup. Je crois que les patients, tout à l'heure, patiente me remercie, elle me dit, mais vraiment, c'est fou l'engouement que vous avez pour nous supporter. On est un peu tarés, peut-être. Entre les Skype, la psychoéducation sur Instagram, tous les trucs, mais je crois que tant qu'on reste soignant, on peut faire des choses extraordinaires. Il y a beaucoup à faire. Plus de soignants avec faire. nous, mais il y a encore trop à faire, mais on le fait. Merci de l'indulgence aussi des patients, clairement, parce qu'on apprend aussi à vos contacts. Et puis, c'est une pathologie qui est complexe, clairement. Sinon, voilà. Mais les choses évoluent, en effet. Toi, tu dis 50 ans. Moi, j'ai souvenir de nos premières rencontres, c'était dans les années 2007-2008. Et que clairement, rien que je trouve depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui,
il y a quand même un grand bond dans les soins, mais surtout chez les gens spécialisés. Alors, c'est vrai que on se connaît, on a fait tous les congrès, on va à tous les congrès, on va à toutes ces choses-là, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une grande évolution. Elle est certes passée, il y a une grande évolution, mais on est dans le bon chemin. On est sur, et on va essayer d'embarquer. En fait, on est sur les chemins. Moi, peut-être pour terminer, je pense qu'il faut vraiment. On parle souvent de la FNA-TCA, qui est la Fédération des associations d'usagers pour les TCA. Je pense que dans cette pathologie, alors je sais que c'est pas une pathologie, c'est un symptôme, on s'en fout. Enfin, dans les TCA, je trouve que la parole des usagers, des familles, elle est super importante, mais elle n'est pas encore assez portée haut. Je pense vraiment que si on veut avancer encore plus vite et mieux, il va vraiment falloir, comme dans plein de pathologies chroniques, je veux dire, les avancées qui ont été faites dans la muco, dans toutes ces pathologies chroniques, c'est aussi parce que les familles de parents, d'usagers, à un moment, se sont retroussés les manches et ont dit on y va. Et alors, je sais qu'il y a plein de familles qui font des choses, mais notamment pour la journée du 2 juin, on a besoin vraiment de vous, des familles, pour témoigner. Je trouve qu'il y a toujours un peu cette... tu sais, c'est encore une maladie qui reste un peu trop taboue, un peu culpabilisante, un peu honteuse. Et je pense que ça participe au fait que les familles ont encore du mal à prendre le devant de la scène. Mais je veux dire, on n'y arrivera pas avec toute notre énergie, tout ce qu'on fait là avec Nicolas, le réseau national, régional, tout ça, c'est du bénévolat. On le fait le soir, on le fait en plus de temps professionnel. Mais malgré toute notre bonne volonté, on n'y arrivera pas si on n'est pas vraiment main dans la main avec les usagers. Je pense que pour l'instant, pour moi, il n'y a pas assez de puissance du côté des associations d'usagers. Et il va falloir vraiment, vraiment que ça monte encore bien plus haut pour qu'on ait les moyens nécessaires pour former tout le monde et qu'on nous dise plus qu'on nous dit quand on appelle des urgentistes sous le SAMU. Ah, tu nous appelles pour une anorexique, mais elle n'est pas réanimatoire. Ouais, donc franchement, il y a du taf. C'est vrai que tu le dis, en 15 ans, le chemin. Déjà, on est devenu meilleur que ce qu'on était. Oui, clairement. On est devenu meilleur professionnellement. Je pense qu'on est devenu, quand on côtoie ces pathologies, on devient meilleur au fond de soi aussi. Donc, on est devenu meilleur. On va encore devenir encore meilleur, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc, merci Nicolas. Et puis, merci à tous nos petits merci à toi. Famille. Ouais, merci à toi, merci d'avoir suivi ce live. Vous pouvez le retrouver sur le compte, voilà, sur les TCA de toute manière. Et puis on va continuer ces lives au fur et à mesure. Donc là, le prochain, c'est avec Alain Pérou le 30 mai, puisque j'ai vu Alain récemment à la maison et j'ai profité, j'ai dit tiens, viens nous faire un petit Insta live le 30 mai à 20h30, on vous donnera toutes les informations. Et puis avec Corinne, on va en reprogrammer un peu plus, je sais pas quand, on va essayer de faire un peu tourner tout le monde aussi, parce que c'est bien. J'ai une idée pour le prochain, je pense que c'est le thème de la journée du 2 juin. On pourrait faire quand même peut-être un Insta sur le thème de la place des familles dans les soins. Ok. Ouais, mais très bien, il faudra juste organiser. Je suis ton homme. Allez, bon, on s'organise ça. Bonsoir à tous, bon courage. Merci. Bonsoir et prenez soin de vous. Ouais, merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.